Bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour montrer notre soutien au peuple ukrainien. Avant que Monsieur le maire Mathieu Klein prenne la parole, un petit point sur le programme. Donc, dans un instant, nous serons en duplex avec Christophe Djouk, maire de Lublin, en Pologne. On parlera également relations Ukraine et Europe avec Denis Mouton, professeur de droit international. On aura, Jean-Denis Mouton, pardon. Nous aurons également des témoignages d'Ukrainiennes qui sont à Nancy, des lectures de textes également, et puis nous conclurons en musique avec l'hymne ukrainien qui sera notamment proposé par des musiciens et Anna Izichenko, une jeune soprano ukrainienne. Comme on a pris un petit peu de retard, je vais vous laisser prendre la parole, Mathieu Klein, et nous serons normalement dans un instant en duplex avec Lublin. Merci, merci Aurélie, bonjour, bonsoir, enfin comme vous le voulez à toutes et à tous. Désolé pour celles et ceux qui arrivent encore, nous allons, je pense, mettre quelques chaises dans le salon carré pour que vous puissiez, par écran de retransmission, suivre nos échanges. Merci d'avoir répondu aussi nombreux, présents, pour ce temps de mobilisation, pour les libertés, pour la démocratie, pour le peuple ukrainien et à travers le peuple ukrainien, pour ses valeurs fondamentales qui sont celles qui ont fondé l'Union européenne, qui sont au cœur de la République française, qui sont celles aujourd'hui piétinées par le pouvoir russe en Ukraine et qui doivent appeler de notre part à la fois une mobilisation sans faille et surtout une détermination. J'allais dire une détermination comme jamais nous n'en avons eu ensemble depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à faire grandir et à porter haut ces valeurs qui nous rassemblent. La liberté du peuple ukrainien est notre liberté, à nous, Européens, à nous, Français. Nous ne devons pas aujourd'hui nous résoudre à ce que la folie meurtrière d'un rêve de reconstitution d'un empire par un autocrate laisse les bras ballants le reste de l'humanité. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens parce que nous leur devons le même message de paix, de liberté et de fraternité que celui auquel les générations qui nous ont précédés ont aspiré tout au long des grands conflits du XXe siècle sur le territoire français. Je remercie toutes celles et tous ceux, toutes les associations, tous les élus, je ne vais pas les citer qui sont ici. Je ne serai pas plus long parce que, comme nous avons pris un peu de retard et que mon collègue maire de Lublin a, vous allez vous en rendre compte, beaucoup de choses à faire en ce moment. Il doit nous quitter vers 16h30, donc je veux lui laisser la parole tout de suite. Sachez simplement, puisque j'ai eu cette question à plusieurs reprises ces derniers jours, pourquoi Lublin et pourquoi Stanislas est aujourd'hui un symbole ukrainien. Lublin est depuis 34 ans la ville jumelle de Nancy, à l'est de la Pologne. Lublin est à peine à plus de 200 km de Lviv. Lviv est cette ville de l'ouest ukrainien dont vous entendez beaucoup parler ces dernières semaines, et qui s'appelait Lemberg en 1767 lorsque Stanislas y a vu le jour. Il est donc aussi, au-delà du symbole de ce que est une grande partie de l'histoire de Nancy, un symbole aujourd'hui de notre lien avec la Pologne et avec l'Ukraine. Et puis enfin, je veux dire du fond du cœur tous mes remerciements à celles et ceux qui, ukrainiennes et ukrainiens, à Nancy depuis quelques mois, quelques années ou depuis quelques jours, qui sont venus ici et qui partageront avec nous leur histoire, leur souhaiter la bienvenue et leur dire évidemment que ce qu'ils nous diront sera pour nous un moteur puissant de notre mobilisation qui va se poursuivre dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Merci à toutes et à tous. Alors, on devrait être connecté à Lublin. Je ne sais pas s'il y a un souci technique. Tout fonctionnait bien tout à l'heure. C'est toujours comme ça fonctionne toujours bien tout à l'heure. Ça marche toujours bien aux répétitions.
Bonjour. Christophe, do you hear me? Słychać. Chciałbym przede wszystkim... First of all, let me thank you for the opportunity to meet here today and to be connected with our partners at Nancy. Vous comprenez tous l'anglais, j'espère. On a une image, Patrick, ou on n'a que le son? You put your camera on, please. So we can see you on the screen. Because now we can hear you, but we cannot see you. Okay. This is your problem. It's work in progress. This is your problem. You should switch the camera. It's our problem, not theirs. Yes. Okay. Exactly. On t'a entendu, Patrick. Welcome. Bonjour. Dziękuję za możliwość. Thank you so much for the opportunity to meet here with you today. You need to remember that in Poland you've got 1.5 refugees from the Ukraine at the moment. And the figure for Lublin is from 40 up to 50,000, but we cannot put an exact finger on that due to the difficulties in numbering. But also bear in mind that we are dealing mainly with women and children, but also with disabled, with the old age pensioners. The barbaric shelling by the Russian troops in the Ukraine arrived that we might deal with another 1 million refugees influx that would head for the Polish borders. According to the data by UNHCR, he is saying that we might have 4 million of Ukrainians fleeing the war in the country. Just today, early in the morning, 22 kilometers from the Polish border, the city was under bombardment. So you might safely say that the war is raging throughout all territory of the Ukraine. Therefore, our Ukrainian friends just turn to Poland for the safety and security. Just please know that this nation stands strong for the Ukrainian sovereignty and for the Ukrainian independence. But it is also their own opinion, and we feel the same, that it's not only about Ukraine, it's about the European democracy, for the fact that the Russian does not destroy the order that is governing the country, the world, and this order has been, in place for centuries, both nationwide and in the whole globe. What I cannot put my head around, I cannot understand that the Russian troops are attacking the whole cities, and they are bringing them to rubble. They are just shelling also civilians. They are shooting in the apartment blocks, just destroying them to pieces. Today, I personally took under my roof the family from Kharkiv, and they were fleeing because the heavy bombardment was on their house. And you are talking of 7 people underage in one small car traveling for 4 days, and they stopped in Lublin. And out of those 7, you've got 4 small children in school age, and they will be looked after. They will be admitted to schools in Lublin. We Osoby niepełnosprawne. Also people from disabilities, from orphanages, but also people who are sick and who need medical attention, and including cancer patients. We deal with a dramatic, horrific
situation that has not been precedented since the World War II. Lublin as such, together with the Civic Committee for Ukrainian Help, is coordinating the aid that is going to Ukrainians. Of course, we work hand in hand with the central government. Therefore, you might safely say that due to the fact that those people were fleeing as they stood, without the possessions, without the clothes, without warm clothing, just basic necessities, they were looked after from A to Z. Apart from the emergency shelter, apart from food, apart from medicine, all the goods that they require for day-to-day living. Dziękuję w związku z tym za Therefore, deklarację it is in my capacity I would like to thank for the humanitarian help prepared to offer and also for the help that has been received so far. And all those goods, all this humanitarian aid was transferred straight off to our partner cities in Ukraine. Lublin is becoming the main humanitarian corridor. And all we do is to be active so that we can target the help to those that need them most, to the most needy people. Niedawno rodzina spod Charkowa Just recently, we received a family from Kharkiv to Lublin, and they hid for a week in shelling. And when the uspokojeniu food sytuacji ran wojennej out, uciekł. just taking the moment when the war subsided and they flee to Poland. But remember that they were on foot for a couple of days, standing at the border posts, and the journey was extremely exhausting, but it was a happy story at the end. To jest pomoc humanitarna dla What it shows is need for the humanitarian aid. It's absolutely prerequisite to all the refugees in Poland, but also at the Ukrainian border posts and at the Ukrainian territory as well. Chciałbym okazać wspólnie z miastami partnerskimi naszymi. What I want to do is to show, together with our partner cities in Europe, to show support, solidarity to the Ukrainian cities, to show them that we stand side by side with them. They are not alone. Zadeklarowaliśmy, że przyjmiemy Therefore, we have made a very clear statement. We will take every single refugee that seeks help in Lublin. He will be looked after. There will be no refusal. Characteristic is also that mothers with children who reach Lublin, they want to be employed as quickly as possible. They want also to be relocated with their friends and family in Ukraine. Because remember, their husbands, fathers, they fight in the war. Therefore, mothers ustały działania wojenne. close proximity to the border so that when the war stops, they can hug them once more and they can be with their families and with their fathers, with their mothers and children. Just ordinary Ukrainians believe that the war is at an end quickly. But our task is to translate it to them that it will be a lengthy process. The end is nowhere to be near. Armii rosyjskiej to wyniszczająca Russian troops' strategy is to destroy, to linger for as long as possible, to demolish the infrastructure, demolish the cities, to bring them down. Therefore, we understand that it's the time for the Ukrainians to settle in Poland or to settle in other European cities for the time being. But this time might be longer than they predict.
due to the war. Dlatego tak ważne jest, by wszystkie państwa wspólnej Europy It is therefore so much important that all cities, all European community display solidarity with all those that today wolną, niepodległą Ukrainę. are holding sovereign, independent Ukraine. They are risking their lives for that. Once more, it is my pleasure to thank you for the meeting and to thank you for the support that you are prepared to give Tom, dzieciom, to all osobom starszym, niepełnosprawnym. most mothers, children, the elderly, I the to jest disabled people. nadzieję, że This is Europa what is key, what's more important, to give them hope that the Europe will not leave them behind. Thank you. Thank you. You only see me on the screen, but there are hundreds of people just on the other side of the camera who are behind you and 10 behind you. Just a few words, et je vous dirai après, sans vous résumer, enfin sans vous traduire, mais en vous résumant ce qu'il vient de dire. Just a few words to say that we are really, oh, you see them now. It's much more interesting. That we are really with you, committed with you. We know that Lublin is doing an amazing job, and people in Lublin as well, to welcome refugees out of Ukraine. You're close to the Ukrainian border. That's why we are, and we talked about a few hours ago, we can build many common projects between Nancy and Lublin within the next weeks and months to help you to face this unbelievable crisis and to help the Ukrainian people who are now hosted in Lublin. So thank you, Christophe. Thank you to all the citizens in Lublin. Our warmest friendship out of Nancy, and we hope to talk soon. Bye-bye. Donc, en un mot, aujourd'hui, il nous a fait un panorama pour ceux qui, désolé pour ceux qui parlent moins bien anglais ou qui comprennent moins bien l'anglais, mais il n'y a pas eu de traduction polonais-français possible à Lublin aujourd'hui. Il nous a d'abord fait un panorama de la situation à la fois en Pologne et à Lublin. Aujourd'hui, il y a plus d'1,5 million de réfugiés ukrainiens qui sont à Lublin, qui sont en Pologne, pardon, et très précisément, il m'avait envoyé le chiffre, c'est 30 000 d'entre eux qui sont aujourd'hui à Lublin, pris en charge par les habitants, par les associations. C'est une situation qui est évidemment, vous l'imaginez, vous pouvez rapporter ça à la situation nancéenne, puisqu'il y a un nombre, pas exactement le même, mais enfin équivalent d'habitants entre nos villes. Donc vous imaginez ce que cela représenterait aussi pour nous comme bouleversement absolument incroyable de la situation, de la vie quotidienne pour tous les habitants. Donc ils font aujourd'hui vraiment office d'accueil de l'ensemble des réfugiés. Ils leur fournissent de l'aide médicale, de l'aide sociale, de l'aide alimentaire, de l'aide en vêtements. Ils s'occupent des enfants. Il y a de nombreuses problématiques liées à des vaccinations. Par exemple, les vaccinations contre la rougeole et la variole ne sont pas obligatoires en Ukraine alors qu'elles le sont en Pologne. Donc pour accueillir les enfants, il y a tout aujourd'hui de la protection, y compris des enfants polonais qui sont accueillis dans les écoles polonaises, qui doit être mis en œuvre. Ils sont, et je crois que c'est sans doute ce qui est le plus remarquable, ils sont aujourd'hui particulièrement forts sur les valeurs qui sont les leurs, les valeurs européennes, et donc malgré les conséquences très nombreuses dans leur vie quotidienne, ils continuent à accueillir et à vouloir accueillir le plus grand nombre, même s'ils leur expliquent et s'ils ont ce dialogue avec les Ukrainiens qui veulent rester près de la frontière, le plus près possible de la frontière ukrainienne, dans l'espoir de retourner le plus rapidement possible dans leur famille, dans leur ville, dans leur village. Ce sont pour l'essentiel des femmes avec des enfants, parfois très jeunes, des personnes âgées ou des personnes malades qui présentent des problèmes de santé qui doivent donc être écartés d'une zone de conflit, qui ne peuvent pas porter les armes. Eh bien, ils doivent aussi faire œuvre de pédagogie, de bienveillance et d'empathie pour faire prendre conscience de
la potentielle durée de ce conflit. Donc nos amis polonais ont besoin de nous et nous reviendrons dans l'après-midi sur ce que Nancy engage avec vous pour les accompagner face au drame qui frappe les Ukrainiens et qui, par ricochet, engage nos amis polonais et nous engage nous toutes et nous tous. Voilà pour ne pas être plus long ce que je voulais vous dire. Il nous a évidemment largement remercié l'engagement de toutes les villes françaises qui aident la Pologne, particulièrement de Nancy à Lublin, puisque beaucoup des dons que vous avez faits ces derniers jours ont été acheminés à Lublin ou dans des camps de réfugiés proches de Lublin ou auprès de réfugiés proches de Lublin pour pouvoir être mis à disposition, évidemment, que ce soit des hôpitaux, des centres d'accueil, des familles et de tous les espaces disponibles qui accueillent des réfugiés. Voilà, donc on reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur par la partie plus opérationnelle. Aurélie. Exactement. Merci beaucoup. On fera un petit point, effectivement, avec notamment que la protection civile sur les contributions, comment vous aussi, vous pouvez participer et contribuer si vous souhaitez aider le peuple ukrainien. On va remercier également donc Christophe Djouk, maire de Lublin. On va maintenant parler de relations entre l'Ukraine et l'Europe, faire un état des lieux avec Jean-Denis Mouton, que j'invite à nous rejoindre. Juste vérifier que Oui. Jean-Denis Mouton, professeur de droit international au Centre européen universitaire à l'Université de Lorraine et spécialiste, connaisseur de l'Ukraine et de la Russie. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Denis Mouton, que peut-on dire des relations entre l'Ukraine et l'Europe et en quoi ce conflit peut changer les choses? Alors, si vous permettez, ça suppose déjà de faire un petit point d'histoire, parce que pour comprendre la situation actuelle dans laquelle l'Ukraine se retrouve, il faut faire référence précisément à l'histoire, d'autant que pour Poutine, derrière l'argument qui consiste à dire qu'il y a un génocide qui justifie l'agression en Ukraine, il y a plus fondamentalement l'idée selon laquelle l'Ukraine ne serait pas un État, ne serait pas une nation. On peut réfléchir sur la façon dont il fonde cet argument, d'abord en évoquant la vision impériale de Poutine. Pour Poutine, Kiev est la mère de toutes les villes russes. En sorte, il y aurait une longévité mémorielle qui partirait de Kiev pour aller jusqu'à la Russie d'aujourd'hui. Sur quoi font-ils pour dire cela? Il faut savoir que, alors que Moscou n'existait pas encore, même comme un petit bourg, il y a eu un État entre le 9e et le 14e siècle, l'État de Kiev, qui d'ailleurs a donné une reine de France. En 1050, la fille du roi de l'État de Kiev se marie à Henri Ier. Et je me souviens, lorsque j'étais avec le président de la République en 1998 en Ukraine, que c'était évidemment quelque chose qui était mis au premier plan. Ensuite, cet État va avoir cette République de Kiev, cet État de Kiev, va avoir une histoire très complexe. C'est vrai que la plupart du temps, jusqu'à la période contemporaine, l'État de Kiev, donc l'Ukraine, va être dominé. Il va être dominé à plusieurs reprises et notamment, il sera dominé par la Pologne et l'Empire tsariste. Et en 1667, il y aura une sorte de plan de partage entre la Pologne et la Russie. Plus tard, lorsque la Pologne elle-même disparaîtra, il connaîtra une disparition totale avant de renaître, l'Ukraine sera à ce moment-là divisée entre l'Empire tsariste et l'Empire austro-hongrois. Donc c'est une histoire compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu à quelques moments, mais qui ont été assez fugaces, qu'il n'y a pas eu une existence de l'État ukrainien. Pour parler du XXe siècle, l'Ukraine redeviendra un État entre 1917 et 1921, avant que l'URSS n'avale l'Ukraine. N'avale l'Ukraine, et d'ailleurs parfois Staline sera très dur avec l'Ukraine. Il y aura notamment des famines
provoquée par Staline en Ukraine. Et cependant, en 1945, lorsque sera créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il faut remarquer que, à côté de la Russie, qui a évidemment un siège à l'ONU, l'Ukraine aura un siège. Ce qui veut dire quelque part quand même qu'il y a une sorte de continuité de l'État. Et puis naturellement, lorsque l'URSS va se démembrer en 1991, on aura donc la renaissance de l'Ukraine, et une renaissance sans aucune discussion, puisqu'il y aura un référendum qui sera à plus de 90% favorable à l'indépendance de l'Ukraine. Donc je le répète, nier qu'il y aurait dans l'histoire un État ukrainien, c'est construire une histoire totalement mythique à partir d'une vision impériale d'une grande Russie qui engloberait toutes les différentes étapes de ce que l'on peut appeler les peuples slaves. Il y a un autre argument qu'on voit apparaître chez Poutine et qui d'ailleurs a donné lieu à une interprétation au début de l'agression en disant « est-ce qu'il ne laisserait pas tomber l'Ouest au profit de l'Est ?» Sur quoi se fonde cet argument? C'est l'argument, alors je dirais que là on est face à un argument civilisationnel. Et je fais référence ici exprès au terme civilisationnel. Il y a en 1995, j'avais lu avec attention un ouvrage qui s'appelait « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui disait des choses extrêmement intéressantes. Pour Huntington, il y a une huitaine de civilisations dans le monde, et il pointe le fait que l'Ukraine ferait partie des quelques États au monde qui seraient sur une ligne de fracture, un peu comme lorsqu'un tremblement de terre est provoqué par une fracture des plaques tectoniques. L'Ukraine serait sur une situation de ce genre. L'ouest de l'Ukraine correspondrait à la civilisation occidentale, l'est correspondrait à la civilisation orthodoxe. Alors, il faut dire que cette division de l'Ukraine, pourrait se nourrir en effet du fait que l'ouest de l'Ukraine, non seulement a été sous la dépendance d'abord polonaise, puis austro-hongroise, et puis et a une religion particulière. Pour Huntington, la religion est un facteur essentiel du critère civilisationnel. Or, l'ouest de l'Ukraine a une religion qui s'appelle l'uniate. C'est une religion uniate, qui a cette particularité d'être une religion orthodoxe, mais qui a fait allégeance au pape de Rome, et donc qui est assimilée en quelque sorte à la civilisation religieuse chrétienne occidentale, alors que l'Est est formé d'une religion orthodoxe. Je reviendrai sur cet aspect des choses. Donc, et puis il y a l'histoire, et on pourrait dire effectivement, on est face à un État divisé, ce qui pourrait justifier qu'il n'y ait pas de nation ukrainienne. Mais voyons quelles sont les conséquences de cet état de choses dans l'Ukraine contemporaine, dans la civilisation actuelle. Lorsque l'Ukraine a déclaré son indépendance, ratifiée donc de manière indiscutable par la population, y compris dans le Donbass d'ailleurs, lorsque a eu lieu le référendum d'indépendance de l'Ukraine en 1991, le Donbass a voté à 86% en faveur de l'indépendance. Eh bien, si on regarde l'évolution contemporaine de l'Ukraine au regard de cette histoire selon laquelle il n'y aurait pas d'État, il n'y aurait pas de nation, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette évolution de l'Ukraine contemporaine? On peut dire qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Une première phase, c'est entre 1991, je dirais, et 2004. Entre 1991 et 2004, il y a une sorte d'agencement du pouvoir, président de la République, Premier ministre, gouvernement, un agencement du pouvoir qui fait que parfois c'est un président plutôt pro-russe qui est à la tête de l'État, mais avec un gouvernement plutôt nationaliste, et inversement. Et il y a une sorte d'entente. Alors évidemment, le gouvernement pro-russe étant soutenu fortement par Moscou, le gouvernement nationaliste étant plutôt soutenu par l'Occident. Jusqu'en 2004, il y aura une sorte d'équilibre. Lorsque j'étais justement avec le président de la République en 1998, le président de la République était un pro-russe, le Premier ministre était un nationaliste. Et puis en 2004, les choses vont se perturber, parce que la Russie va véritablement truquer l'élection pour mettre à la tête un président de la République qui visiblement n'était pas élu,
Et ça va provoquer une première révolution, la révolution orange. Il y aura une deuxième perturbation très forte dans cette sorte d'entente, ça sera en 2014, où là, l'Europe va être finalement au cœur du problème. Pourquoi ? En 2014, le gouvernement de l'époque négocie un accord d'association avec l'Europe. Mais Moscou fait pression sur le gouvernement en question pour laisser tomber cet accord. Et cela va être à l'origine de la révolution de Maïdan, qui va, elle, jouer le jeu de l'Occident. À partir de 2014, on entre dans une période où véritablement les gouvernements successifs seront pro-européens. Si c'était le cas du prédécesseur de Zelensky, du président Zelensky, on a été étonné par le fait que la première visite officielle du président Zelensky, ça a été Bruxelles. Et évidemment, Moscou a très mal pris cela. Autrement dit, il n'y a plus de doute, à mon avis, aujourd'hui, sur le fait que l'Ukraine est majoritairement pro-européen. Mais surtout, le sentiment national s'est considérablement développé. Je reviens un instant sur l'Église. Je vous avais dit, l'Ouest, uniate, pro-occidentaux, l'Est, très majoritairement, et l'Est, c'est les 2/3 de l'Ukraine, très majoritairement orthodoxe. Mais en 2014, au moment de la révolution de Maïdan, l'Église orthodoxe ukrainienne se divise elle-même en deux. Et la majeure partie, ça représente environ 15 millions de fidèles, la majeure partie de l'Église orthodoxe d'Ukraine fait scission avec le patriarcat de Moscou. Si bien qu'aujourd'hui, elle pousse à la formation d'un État-nation qui tournerait le dos aux divisions de toute nature, civilisationnelle, etc., au profit donc d'un État-nation. Et cela, à mon avis, ça a contribué fortement à l'affirmation d'un sentiment national dans la dernière période. Mais c'est évidemment la guerre, c'est évidemment la résistance dont fait preuve aujourd'hui le peuple ukrainien. J'avais un patron de thèse qui était très célèbre, qui a été à l'origine de la Charte des Nations Unies, d'ailleurs qui a participé à la Charte des Nations Unies, qui disait « Le moment où un peuple exprime le mieux son existence, c'est dans la lutte armée. Il suffit de regarder la décolonisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moyen pour le peuple ukrainien que de prouver son existence dans la résistance à l'agression russe. Donc, l'Ukraine est indiscutablement aujourd'hui une nation qui prouve son existence et qui s'est rapprochée avec l'Europe. C'est un moment décisif, donc, en même temps un moment de survie, compte tenu de la guerre totale à laquelle se livre la Russie. Moment décisif pour l'Ukraine, mais moment décisif pour l'Europe aussi. Et on l'entend beaucoup dans le discours ambiant actuellement. Moment décisif. Pourquoi ? Parce que la peur, les problèmes de sécurité, le défi que ça représente pour l'Europe, il n'y a jamais eu, depuis la création de la communauté européenne, il n'y a jamais eu un tel défi. La peur a amené l'Union européenne d'abord à prendre des mesures, je dirais, qui étaient inimaginables auparavant. Je rappelle que pour aider le peuple ukrainien, il y a eu d'abord des mesures humanitaires. Le maire de Lublin, que je connais bien, vient d'évoquer la situation dramatique dans laquelle Lublin se trouve aujourd'hui compte tenu de l'afflux de migrants ukrainiens. L'Union européenne a activé un processus d'accueil des réfugiés qui existait, mais qui n'avait jamais été activé. Ce processus d'accueil des réfugiés permet aujourd'hui de simplifier d'abord considérablement l'acquisition du statut de réfugié, de leur donner des droits sociaux de manière rapide et même de pouvoir avoir un permis de travail pendant 3 ans, ce qui n'a jamais existé jusqu'alors. Mesures également économiques et financières, les sanctions à l'égard sanctions banques, vous les connaissez, à l'égard des oligarques, etc. Et puis aussi, ce qui est encore plus surprenant, des mesures de type quasi militaire. Et le sommet de Versailles vient de passer de 500 millions à 1 milliard, ce qu'on appelle une facilité pour la paix, de façon à fournir en armes l'Ukraine. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, le centre qui a été bombardé, pas très loin de la frontière avec la Pologne, c'est le centre par lequel transite cette fourniture d'armes. Mais il y a donc une sorte de réactivité européenne qui est un peu exceptionnelle. Mais surtout,
à moyen terme, se pose la question de la politique de la défense. J'évoquais tout à l'heure un auteur américain, Huntington, je voudrais évoquer rapidement un autre auteur américain qui a été, lui, conseiller du président de la République des États-Unis, Robert Kagan, d'origine polonaise d'ailleurs, qui a comparé il y a quelques années une Europe qui serait Vénus aux États-Unis qui serait Mars, le dieu de la guerre. Et il disait, Vénus est condamnée à toujours être pacifique et à passer de ce fait dans les oubliettes de l'histoire. Eh bien, Vénus se réveille un peu. Vénus se réveille un peu parce que déjà, il faut dire que le traité de Lisbonne, qui est le traité qui est actuellement au fondement de l'Union européenne, permet une politique de défense. Il a créé des institutions. Il a créé une institution, le haut représentant pour la politique étrangère, de sécurité et de défense commune, mais aussi un comité politique et de sécurité qui peut développer une stratégie européenne, et aussi une agence européenne de la défense qui est chargée des moyens opérationnels d'une politique. Ces instruments, permis depuis donc 2008 par le traité de Lisbonne, n'ont jamais vraiment été utilisés. Or, il vient d'être décidé au sommet de Versailles que la Commission européenne devait rendre en mai un ensemble de propositions qui devraient aussitôt être effectives. Et ces propositions, c'est vraiment la mise en œuvre de ces moyens fournis par le traité de Lisbonne. Peut-être donc, et on peut l'espérer, qu'au mois de mai, on commencera à avoir une véritable politique européenne de la défense. Il faut dire que l'Union européenne a été traumatisée parce qu'en 1955, le traité créant une communauté européenne de défense a été avorté. Et ça a été un traumatisme profond qui fait que c'est seulement maintenant, dans cette situation exceptionnelle, que l'on commence enfin à répondre à cette volonté de créer une Europe de la défense. Et puis, et je terminerai par là, c'est un moment décisif pour l'Europe aussi parce que on reproche souvent à l'Europe d'être certes une union économique, mais de ne pas être une véritable entité politique. Une entité politique, ça ne suppose pas seulement une mobilisation des gouvernements, telle que celle que je viens de rappeler ou d'évoquer, mais ça suppose aussi un sentiment d'appartenance de la part des peuples. On a l'impression que la situation provoque aujourd'hui, de la part des peuples européens, un sentiment que l'Europe, c'est quelque chose. L'Europe, c'est quelque chose, et peut-être que les peuples européens donneront un jour naissance à un peuple européen. L'un, d'ailleurs, n'empêche pas l'autre. On peut avoir un peuple européen formé de peuples au pluriel européens. Ce qui est très caractéristique de l'accueil que reçoivent les réfugiés ukrainiens aujourd'hui, et dont certains sont dans la salle, ce qui est caractéristique, c'est que ce sentiment d'appartenance est tourné vers ces réfugiés ukrainiens. On peut d'ailleurs critiquer cela en disant si on aide les Ukrainiens, on le sent d'ailleurs que c'est une critique qui est récurrente, si on aide les immigrés ukrainiens, c'est parce qu'ils sont européens, alors que ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on aide ou on n'aide pas les autres immigrés. Oui, peut-être, mais moi je verrai aujourd'hui le côté positif de la chose. C'est que ça veut dire que pour les Européens, les Ukrainiens sont des Européens. Et ça ne peut que fortifier le sentiment d'appartenance à l'Europe. Alors, pour terminer, j'évoquerai la place de cette Ukraine dans l'Europe. Vous savez que le président Zelensky a bénéficié d'une procédure d'adhésion à l'Europe qui serait accélérée. La réponse a été négative, la réponse notamment répétée au sommet de Versailles qui s'est tenu il y a quelques jours a été négative, et cela me semble justifié. Pourquoi ? Parce que entrer dans l'Europe, c'est non seulement suivre une procédure qui est un peu longue, mais ça c'est des aspects procéduraux qui auraient pu peut-être être modifiés, mais au fond, c'est être capable, une fois qu'on entre dans l'Europe, de répondre aux standards qui sont ceux fixés par l'Europe, sur le plan économique, etc., sur le plan des droits de l'homme, sur tous les plans. Et un État qui entre de manière prématurée dans l'Europe, de toute façon, ce serait un handicap pour lui, parce qu'il ne pourrait pas résister à ce qu'est la concurrence, etc. Bon, donc, c'est justifié sur le plan des réalités. C'est justifié aussi
dans le bras de fer qui ne va pas manquer de s'amplifier dans les semaines qui viennent entre Poutine et les Européens, et l'Occident plus généralement, c'est justifié parce que ce serait agiter une sorte de chiffon rouge qui serait certainement contre-productif dans la circonstance. La survie de la nation ukrainienne suppose qu'on trouve le plus rapidement possible probablement un compromis qui préserve au mieux cette nation avant de revenir à des choses plus normales. Je dirais d'ailleurs que depuis 2017, ce fameux accord européen qui avait été éjecté du fait de la volonté russe, de la pression russe, ce fameux accord européen est entré en vigueur et il met en place un partenariat qui, lui, peut être renforcé. On peut renforcer le partenariat sur la base de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Europe, entre l'Ukraine et l'Union européenne. On peut le renforcer, ce partenariat. Le Centre européen, donc, je représente ici, vous l'aviez dit, a accueilli avec le maire de Nancy, M. Timmermans, vice-président de la Commission européenne l'autre jour, qui citait comme exemple de ce qu'avait réussi l'Europe le programme Erasmus. On commence à évoquer le fait que les étudiants ukrainiens pourraient bénéficier, par exemple, de ce programme Erasmus, ce qui n'est pas le cas dans le partenariat actuel. On peut comme ça cibler plusieurs programmes qui pourraient tout de suite être ouverts à l'Ukraine. Alors maintenant, et je terminerai sur cette interrogation, est-ce que l'Ukraine un jour entrera réellement dans l'Union européenne? Je dirais que c'est l'histoire qui jugera. Et l'histoire, elle est faite de quoi pour répondre un jour à cette question? Elle est d'abord faite, à mon avis, de ce que va devenir l'ordre international. Ce qui se passe actuellement va bousculer totalement, et on n'en voit pas encore toutes les conséquences, va bousculer complètement l'ordre international. Quelle va être la place de la Russie? La Russie risque de devenir, dans les années qui viennent, un État paria. Un État paria et un État qui va être vassalisé probablement par la Chine. La Chine observe la situation actuelle. Elle l'observe, elle est très partagée, la Chine, parce que d'un certain côté, elle monte en puissance du fait de la mondialisation. Et ce qui se passe remet un peu en cause une guerre qui se prolongerait et qui aurait des conséquences internationales importantes, qui amplifierait, qui deviendrait une guerre totale. Eh bien, elle remettrait en cause cette mondialisation économique. La Chine n'est pas très favorable à cela. Donc, elle observe cela avec prudence, je dirais. Et puis, on est dans un monde qui est beaucoup plus chaotique que celui qu'on a connu dans la phase de bipolarité, qui était marqué entre deux superpuissances avec une arme nucléaire qui était une arme de dissuasion. Poutine nous montre que ce n'est plus nécessairement une arme de dissuasion. On est dans un monde plus chaotique où aussi il y a des puissances moyennes qui commencent à émerger en dehors de la Chine. C'est l'Inde, qui d'ailleurs s'abstient. Dans toutes les décisions qui ont été adoptées au niveau de l'ONU, l'Inde s'est abstenue. Donc il y a aussi des puissances régionales qui observent. Alors quel est l'ordre qui se mettra en place dans cette situation qui peut être chaotique? L'histoire nous le dira. Deuxième facteur qui, à terme, commande certainement l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce deuxième facteur, c'est ce que sera l'Union européenne elle-même. Je pense que dans un premier temps, l'Union européenne va s'affaiblir, parce que les sanctions économiques, et il faudra être très vigilant à aider la population à maintenir son élan envers les réfugiés, en l'aidant aussi sur le plan économique, avec les conséquences que cela aura. Mais les sanctions économiques vont certainement toucher plus l'Europe que, par exemple, les États-Unis ou d'autres pays. Donc il y aura un risque. Mais à terme, si l'Europe profite de ce moment décisif pour devenir une véritable puissance politique, avec une politique européenne de défense, elle va au contraire, elle va dans un deuxième temps peut-être monter en puissance. Le troisième élément qui conditionnera, selon moi, l'entrée de l'Ukraine un jour dans l'Union européenne, c'est évidemment d'abord et avant tout le peuple ukrainien qui nous le dira. Si le peuple ukrainien qui montre un courage extraordinaire dans la guerre d'agression qu'il subit actuellement continue à exprimer ce courage et se rapproche de l'Europe, on peut dire, et ce sera mon souhait pour terminer, on peut dire qu'un jour, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne. On va souhaiter cela. Merci. Merci.
Merci beaucoup, merci Jean-Denis Mouton. On le rappelle, vous êtes professeur de droit international au Centre européen universitaire à l'Université de Lorraine. Merci, on a bien compris de nombreux enjeux pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous libère. Mathieu Klein également, monsieur le maire. On va laisser la place à des témoignages désormais. Alors, on l'a bien compris aussi, ce conflit aura des répercussions sur les relations internationales et européennes de manière générale, mais il a surtout aujourd'hui des conséquences dramatiques sur l'ensemble du peuple ukrainien, ceux qui ont fui l'Ukraine, ceux qui fuient l'Ukraine, ceux qui y sont encore et ceux qui se sont déjà expatriés depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, nous souhaitions aussi leur donner la parole. On va tout d'abord accueillir Alona et Diana, qui sont juste ici. Elles sont joueuses de volleyball au VNVB à Vendeuvre. Alors, Alona, c'est... Oui. Donc, vous parlez français. Oui, Voilà. je vais essayer. Diana, un peu moins. Alors, je vous permettrai, Alona, de peut-être faire la traduction de Diana, si elle nous parle en ukrainien. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Et voilà. Je suis très ravie d'être là et merci beaucoup à vous tous d'être là aussi. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. On imagine que la situation est pas simple. Vous étiez déjà à Nancy quand le conflit a débuté. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce que je crois que certains de vos proches sont encore en Ukraine, mais les proches de Diana viennent d'arriver en France, c'est ça? Exactement. Notre situation ne sont pas la même. La famille de Diana, ils sont arrivés seulement avant-hier, alors c'est samedi, vendredi soir. Et voilà, ils sont là, c'est sa maman et sa sœur. Et elle, comme elle est joueuse de volley, du coup, elle était là déjà, à Nancy. Et je crois qu'elles ne vont pas rester très longtemps à Nancy. Elles ont prévu de repartir, je crois, sa maman. Excusez-moi, je vais Parlez-lui en poser des ukrainien. questions directement parce que... Parlez-lui en ukrainien, oui. Sa sœur, normalement, si c'est possible, elle va rester ici avec elle. On ne sait pas pour combien de temps. Et sa maman, au 2 jours qui est prévu pour repartir en Ukraine. Quel est votre sentiment? Comment vous vous sentez actuellement depuis le début de ce conflit? Le fait d'être à distance aussi, on imagine que c'est un sentiment particulier. Je vais reposer cette question à Diana d'abord. Напевно, до цього часу я не можу повірити, що це відбувається в реальності. В 21 столітті це неможливо. І, напевно, для мене, для всіх українців, це найважчий період у нашому житті. Honnêtement, de tout vous dire qu'on ne croit pas jusqu'à aujourd'hui qu'on est là, on est assis devant vous des années 2022 et que ça se passe aujourd'hui, que c'est vraie guerre. On croit qu'on est dans le rêve et un jour on dit, on lui se taper ou de se penser, de dire que non, je suis dans le rêve encore et je ne suis pas réveillée. Alors sinon, c'est continue jour en jour et c'est vraiment très difficile. C'est difficile à dire ce qu'on ressent. On imagine bien beaucoup d'émotions. Et votre famille, vous, est toujours, vos proches sont toujours en Ukraine? Mes proches à moi, toute ma famille sont en Ukraine. Pas beaucoup de monde, de grand monde, c'est ma mère, c'est mon frère, de mes oncles et de mes grands-mères. Alors, mon oncle, il se trouve à Kiev en ce moment. Deuxième oncle qui se trouve à 180 km, alors c'est assez proche. Et ma mère et mon frère, les jours où ça tapait, ils ont essayé d'approcher vers la frontière de l'Europe pour pouvoir venir ici, mais c'était bloqué. Et parenthèse, mon frère, ça fait 7 ans qu'il travaille ici en France, et il habite à Bordeaux.
Mais le jour où ça se passait, une semaine avant, il a décidé d'aller chercher ma maman et sa femme, de faire passer le week-end ici avec les petits-enfants et moi. Et voilà, un imprévu qui est arrivé, ils sont coincés là-bas et ils ne peuvent pas sortir. Et le seul moyen de revoir ma mère et de pouvoir... Excuse-moi. Je vous en prie. Vraiment, je peux comprendre mon frère, c'est un homme. Voilà, c'est autre chose. Mais vous savez quelle mère qui va laisser son enfant en période comme ça. Alors, pour moi, c'est aussi ma mère. Et le seul moyen de revoir, c'est de pouvoir aider à mon frère de venir ici, de revenir ici. Voilà. Et pour Diane, c'est son papa qui reste là-bas et qui peut pas venir aussi à cause de la situation. Et seulement sa maman qui essayait de donner sécurité à sa fille qui ramenait ici, en fait. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, Alona et Diana. Je vais bien sûr, Merci à vous tous. Merci vraiment à votre aide et votre soutien. Merci. 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 Un grand merci à Alona et Diana pour vos témoignages. On va accueillir Lydie Taran, journaliste ukrainienne arrivée récemment à Nancy. Vous pouvez l'applaudir également. Bonjour. Bonjour à tous. Je le disais, vous êtes journaliste en Ukraine, une journaliste reconnue. Vous parlez un peu français, vous voulez que je... I understand your question, mais en français, mais better for me, for this moment, I will try. Ok. Donc on va traduire un peu peut-être pour ceux qui sont anglophones. You're a famous journalist in Ukraine. Okay, yeah. You present the most watched TV news in Ukraine. Vous présentez le journal télévisé le plus regardé d'Ukraine. Vous avez quitté Kiev quand la guerre a débuté. Vous êtes venu ici à Nancy. You left Kiev when the war started and you came to Nancy. I understand everything what you say. Ok. Donc vous parlez un peu français. Vous avez préparé un petit texte pour nous. Peut-être juste avant, une petite question. Comment allez-vous? How are you today? Mentally, me and my daughter always stay in Ukraine. Okay. Researching news, checking information about mother, about family, like everybody from Ukraine now. J'ai des difficultés à avoir des informations. Mais so better don't ask me. Okay. Je vous laisse peut-être. Vous avez préparé. J'ai préparé. Bonsoir, c'est bonjour ou bonsoir déjà? On est entre les deux, comme vous voulez. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Je vous remercie pour votre invitation et de l'opportunité qu'il m'a donnée ce jour pour vous parler. C'est pour la première fois dans ma vie, je veux m'exprimer en français afin que vous puissiez m'écouter et surtout me comprendre. C'est clair pour ce moment? Très très bien. Oh, merci. C'est parfait. Je suis visité la France en septembre dernier. C'est ainsi que je célébrais mon anniversaire dans un bon resto avec de bons amis. Mais je ne pouvais pas imaginer que je viendrais à Nancy quelques mois plus tard dans de telles circonstances, avec la guerre en Ukraine futant mon pays, que je serais ici avec ma fille en tant que réfugiée. C'est pas bizarre, c'est horrible. Je ne peux pas expliquer ça. Aujourd'hui, c'est déjà le 18e jour que les Russes ont sauvagement attaqué mon pays. Durant tous ces jours, l'armée russe a détruit nos villes. Ils tuent des civils et enfants vivant en paix. Destruction d'hôpitaux, écoles, crèches, maisons et spécialement églises. Tout ce que nous avions construit avec amour et avec attention.
C'est un massacre sanglant au XXIe siècle, dans le cœur de l'Europe moderne. Et l'Europe ne peut être juste un témoin. Je pleure chaque moment, je pleure chaque seconde pour ma famille et pour les personnes chères qui restaient dans mon pays. Et cela me blesse pour toutes les victimes, les bâtiments détruits, pour celles qui donnent la vie dans les sous-sols et ceux qui enfament ce blocus des Russes de la ville de Mariupol. Vous savez peut-être que la Russie a encerclé la plus grosse ville en coupant le chauffage et la nourriture pendant plus de 2 semaines, sans la possibilité d'évacuer les civils. Il y a plusieurs milliers de victimes civiles enterrées dans des fosses communes et situations similaires maintenant dans d'autres villes et villages en Ukraine. Les Russes commettent un crime contre l'humanité en tuant les civils et prétendant qu'ils combattent des fascistes. En même moment, ils mettent les drapeaux de la Croix-Rouge sur leurs camions et continuent d'importer leurs armes infernales sous couvert de la prétendue aide apportée aux villes assiégées. C'est cynique et c'est horrible et il n'y a pas de mots pour décrire cela. La principale catastrophe, c'est qu'ils peuvent bombarder toutes les villes comme ils veulent. Les camarades de ma fille, en ce moment, restés à Kiev, suivent les cours dans les abris en raison des alertes de bombardement permanentes, constantes. La connexion avec beaucoup de personnes est perdue et nous ne savons pas s'ils sont en vie ou pas. La brave armée ukrainienne résiste aux Russes au sol et dans les airs. Les forces ukrainiennes sont déterminées à combattre cet ennemi. Ils combattent comme personne ne l'attend, spécialement notre ennemi. Nous sommes heureux d'avoir des amis ici en Europe, comme la France, comme la Pologne et d'autres pays européens. Et je suis reconnaissante que les Français nous aident en accueillant les milliers d'Ukrainiennes avec leurs enfants, hébergeant et avec tous les supports possibles. Je suis reconnaissante que les Français collectent et envoient l'aide humanitaire à l'Ukraine beaucoup. Mais vous avez besoin de savoir et comprendre chaque bus ou camion humanitaire peut être bombardé sur les routes. Et s'ils arrivent à destination, il y a beaucoup de chances que les personnes qui en ont besoin soient tuées sous les bombes venues du ciel ou juste volées par les soldats russes. Les pilotes russes, prisonniers capturés par mon armée, savent qu'ils vont bombarder les civils et pourtant ils le font. Le temps est du côté de l'armée ukrainienne, mais pas de la population civile, tant que le ciel restera ouvert aux chasseurs et missiles russes. Et c'est pourquoi nous demandons aux Européens now de fermer notre ciel. Aide-nous fermer notre ciel. Tout le reste sera fait par l'armée et le peuple ukrainien. Chacun sur son front, l'Ukraine, sans aucun doute, surmontera cette guerre. Et nous porterons notre attention à reconstruire le nouveau pays. Mais auparavant, nous devons chasser cet envahisseur russe. Il crée un carnage dans mon pays. Nous voulons croire à la victoire parce que la vérité est avec nous et avec votre support. Les Ukrainiens ont toujours été très proches des valeurs françaises comme liberté, égalité, fraternité. Nous nous battons pour notre liberté et aussi pour être libres et égaux dans la communauté européenne. Et slava Ukraini, vive l'Ukraine. Merci. Merci beaucoup. It was clear, mais Perfect. j'essaie. C'était parfait. I will talk better, but it takes time. Oh, non, c'était parfait.
On a tous très très bien compris l'urgence et les enjeux. Peut-être une dernière question, votre sentiment pour les semaines, les mois à venir et vous, prochain, oui, et prochain vous, ce que future. vous allez faire. For this moment, I can just help people staying here, but acting like a main communicator between them. I know a lot of people everywhere in the world, especially in the media, in the social media. So this is my work now, comme ça. I should work like I can with public relations, with like a journalist, helping with information and help everybody who wants to more to help us, to understand us better, so like this. But for this moment now, I'm totally disoriented because, I live in other reality now, so physically here, but mentally. Pouvoir faire en tout cas votre travail à distance, informer, continuer à informer les gens et en restant ici pour le moment. Yes, I do this through social media. Yeah, so Avec les réseaux for me, sociaux. it doesn't care in which point I'm stay here now. But I'm very glad that because of my friend, I can stay here now and be in safety. It means a lot for me. Yeah. Rester ici en sécurité et pouvoir continuer quand même à contribuer à distance. J'espère, ouais, j'espère. Merci beaucoup, beaucoup de courage à vous. Merci, merci. Alors, nous allons accueillir, je ne sais pas si elle est là avec nous, Olena Ivanic. Est-ce que Olena est avec nous? Oui. Professeure en Ukraine qui est arrivée en France depuis peu. Bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes professeur en Ukraine, you're a teacher? Yes, I'm a teacher, I'm professor, and I head of department of Institute of Geology of Taras Shevchenko National University of Kiev. You know, it's the biggest university of Ukraine, and now I'm here. Donc vous êtes en France. With my daughter. Vous êtes en France, oui, peut-être. Vous êtes en France donc depuis peu. You've been friends with your daughter for a short time. Yes, I would like to say that I attended this beautiful hall 3 years ago. It was very nice time and very beautiful time. I was invited by Minsk Nancy School for Partners Day, and in my wildest nightmare, I kind of thought that I find myself and my family in this terrible situation. But I think now we are in safe condition, and I would like to express my thanks to all people of University of Lorraine and the authority of Nancy and the community of Nancy for this great help and great support for our teachers, for our students, and for me and my family. Et vous étiez venu il y a quelques années vous aviez découvert notamment Nancy et donc aujourd'hui vous êtes ici pour d'autres circonstances. Je traduis pour. When did you decide to leave Ukraine and how was your trip? I left Ukraine a couple of days before the starting of war, and that's why I'm lucky with my daughter, because he did not see this terrible and this awful war in Kiev and Ukraine. But my family still in Kiev. My husband stay in Kiev, and my mom stay in Kiev as well. And all of my staff, most of my staff, stay in Kiev. And for example, one of my colleague in Irpin now, and he
doesn't have any food, any water, any medicines, and he's in underground, in basement. It's a terrible situation for them. Donc on a bien compris, le trajet a été compliqué. Vous avez encore de la famille à Kiev, notamment votre mari, votre maman, vos collègues. Comment vous vous sentez aujourd'hui à Nancy, en sécurité? How do you feel now in Nancy, en sécurité, mais loin de votre pays? Safe, but far from your country? Yes, thanks a lot for this great support. Now I'm safe and my daughter in safe condition, but of course my heart and my thoughts are with my family in Ukraine. Et quel est le sentiment pour la suite, pour les prochaines semaines et mois? How do you feel about the coming weeks and months for you, for the Ukrainian people? Ukrainian people are very strong now, and I pray for them. I pray for our women, our children, and you know that more than 80 children were killed during this 18 days. It's an awful situation, but our people are very strong. They are fighting against Russian troops, and I would like to say that this is no war between Russian and Ukrainian. This is civilization war, and it's very important to understand this. This is a war between the good and evil, and we should win in this war. Oui, le peuple ukrainien est très fort. On prie pour tout le monde, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant. Merci beaucoup. Thank you very much, Olena. I would like to thank all of people of Nancy for this great support and this help, especially the great team of University of Lorraine. Thank you very much. Thank you. On les remercie toutes d'avoir pris en tout cas le temps de témoigner. On imagine beaucoup d'émotions. C'est pas forcément évident de pouvoir s'exprimer en ce moment. D'autres témoignages à venir, ceux que les Nancéens ont consignés dans un livret qui était ouvert et disponible à l'hôtel de ville. Des textes qui seront lus par 2 élus de la ville que j'invite à me rejoindre. Isabelle Lucas, première adjointe au maire, et Serge Rénéry, adjoint également au maire. Je demande de les accueillir. Je crois que c'est projeté, oui. Je voudrais juste dire, en préambule, ce n'était pas prévu, mais je prends la parole quand même, juste dire que, après les quelques mots qu'on vient d'entendre, finalement, ce n'est pas si simple de lire les témoignages des Nancéens. Alors moi, je suis un peu plus touché parce que ces deux-là, je les connais un peu. Et voilà. Ces témoignages ont été consignés donc, dans un livre qui était ouvert à l'hôtel de ville. Voilà l'extrait du livre. On va donc vous avez un retour ici, devant. Voilà, petite fille de grands-parents. Pardon. Non, pardon. Quand je serai maire, j'y arriverai beaucoup mieux. Je saurai où sont les écrans, les caméras. Petite fille de grands-parents venue de l'Est, tout mon soutien au peuple ukrainien. Libérer le peuple ukrainien, que la grande porte de Kiev s'ouvre à nouveau sur la démocratie. Je crois qu'on peut applaudir ce genre de phrase. Les autres aussi, d'ailleurs. Les Ukrainiens sont les bienvenus à Nancy. Je crois que vous en êtes la preuve vivante. On ne vous laissera pas tomber. L'Ukraine est en Europe et y restera. Voilà, maintenant c'est à toi. Moi, j'en ai assez dit. Bonsoir à toutes et à tous. I give you all my support, and especially to all families of the international students for Ukraine who are actually in Nancy. Courage au peuple ukrainien. Quel exemple de courage.
de tout cœur et de toutes nos forces aux côtés de nos héroïques sœurs et frères ukrainiens. Nous souffrons et espérons avec vous. Honneur au peuple ukrainien qui lutte avec courage pour la liberté. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle Lucas. Isabelle Lucas, première adjointe au maire, et Serge Renéry, adjoint au maire. Vous l'aurez tous compris, hein, les Ukrainiens ont plus que jamais besoin de nous tous. Et chacun peut contribuer à son niveau. D'ailleurs, la ville de Nancy, en collaboration avec la protection civile, la métropole, le CHRU, le Sillon Lorrain ou encore la communauté professionnelle territoriale de santé nancéenne, ils ont tous mis des choses en place, différentes choses auxquelles vous pouvez tous participer. Et nous allons justement faire un point avec Aurore de la protection civile qui va pouvoir nous exposer un peu les différentes façons de contribuer. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Aurore. Alors, si des citoyens souhaitent apporter leur aide, que peuvent-ils faire ? Alors, depuis plusieurs semaines maintenant, la Fédération nationale de la protection civile a permis en fait la mise en place de collecte de dons de divers matériels, à la fois du matériel médical, mais aussi du matériel de première nécessité, notamment tout ce qui est produits d'hygiène, des produits de puriculture aussi pour les enfants, puisqu'il y a énormément d'enfants qui sont accueillis, on l'a entendu tout à l'heure à Lublin. Et en fait, toutes ces collectes qui ont été aussi mises en place par l'Association des maires de France a permis finalement d'apporter déjà là un peu plus de 150 tonnes de matériel à Lublin, qui a ensuite été réparti dans 3 villes en Ukraine, notamment pour le matériel médical, qui sert beaucoup sur le champ de bataille malheureusement, et aussi pour approvisionner les hôpitaux de Kiev qui ont du mal à être approvisionnés. Donc des collectes qui s'organisent, notamment ici. Il y a des points de collecte à l'hôtel de ville. Oui, la mairie de Nancy a énormément contribué à pouvoir récolter un maximum de dons, donc de tous ces types-là. Et je pense que ça représentait bien un bon tiers, voire presque la moitié des dons qui sont partis la semaine dernière dans les premiers convois. Donc on le disait, donc, en termes de dons, tout ce qui va être kit d'hygiène et premiers soins, essentiellement. Oui, tout à fait. En fait, suite à l'arrivée du premier convoi Orzel à Lublin, les infos qui nous ont été remontées, c'est que c'était les besoins primordiaux actuellement. Il y a eu des dons de vêtements extraordinaires, ainsi que d'alimentation aussi. Mais là, malheureusement, à l'heure actuelle, la priorité, c'est vraiment tout ce qui est médical. Et tout ce qui permet aussi l'hygiène dans les centres de réfugiés, du coup. Donc ne pas hésiter à faire le tour des supermarchés, des pharmacies pour acheter des lots de kits d'hygiène et de soins. Oui, effectivement, c'est ce qui a été fait par beaucoup d'entre vous. Donc un deuxième convoi Orzel est parti ce matin depuis Strasbourg, puisque nos bases nationales de stockage sont actuellement à Strasbourg. Et donc, ça a permis un deuxième convoi de 16 camions transportant 160 tonnes de matériel vers les populations ukrainiennes qui sont dans les centres à Lublin. Alors, il y a aussi l'accueil de réfugiés ukrainiens qui s'organise à Nancy. À peu près 160 personnes devraient arriver très prochainement, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on nous a donné comme information, que ça allait arriver, alors qu'il y avait déjà eu des arrivées perlées depuis quelques jours. Donc des familles, notamment, on l'a entendu, qui sont arrivées par leurs propres moyens. Et apparemment, encore des familles et des groupes de personnes, parfois des individus seuls aussi, qui devraient arriver dans les semaines à venir. Là, il y a des bus qui ont été organisés justement pour pouvoir les faire venir de Lublin à Nancy. Oui, la semaine prochaine, je crois. Oui, il me semble, début de semaine prochaine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui se disent peut-être, moi, je ne sais pas comment je peux contribuer, peut-être que si je ramène juste un petit sac d'hygiène, ça ne changera pas grand-chose.
chacun fait sa part et Alors, tout est utile. Oui, moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans cette aventure, puisque là, on est sollicité depuis déjà 15 jours, hein, depuis le 28 février, on est sollicité tous les jours non-stop dans cette collecte gigantesque, c'est que finalement, il y a eu une solidarité et une humanité vraiment énorme de la part de toutes les populations, et je pense aussi à toute la France et tout le département, parce que là, actuellement, on a quand même plus de 70 communes qui nous ont contactés aussi, donc ça veut dire aussi des habitants d'ailleurs qui nous ont contactés pour donner. Là, actuellement, les collectes vont progressivement s'arrêter puisque nos bases de stockage sont pleines, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'il y aura pas mal d'Ukrainiens qui vont arriver chez nous, et que ne serait-ce qu'avoir de la bienveillance pour les accueillir, pour peut-être encore donner par la suite d'autres dons qui serviront plutôt aux gens qui seront arrivés aussi, ce sera aussi nécessaire et important de l'avoir en tête. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre, mais si des citoyens souhaitent accueillir justement des réfugiés chez eux, s'ils ont ou un appartement vacant, comment ça peut s'organiser ? Alors, si j'ai bien compris la démarche, si vous avez un appartement ou chez eux, peut-être une chambre ou un logement. Oui, alors pour ce qui est des logements, je pense que vous pouvez vous rapprocher de la préfecture qui pourra notamment enregistrer en fait cette mise à disposition. Et si j'ai bien compris, c'est plutôt la ville de Nancy qui recense les familles d'accueil qui permettront à toutes les personnes qui arriveront ici de trouver potentiellement une vraie famille d'accueil et donc un domicile un peu plus confortable que ce qu'on pourrait imaginer. Très bien. Pour les points de collecte, on disait ici à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors actuellement, je sais encore qu'il y a des points de collecte, notamment à la ville de Séchamps, qui continuent d'organiser. La mairie de Toul, elle a fini. Pour vous dire, c'est vrai qu'actuellement, les points de collecte commencent à se fermer parce qu'il y a eu énormément de dons. Donc voilà. Très bien, donc des collectes ici à l'hôtel de ville pour ceux qui souhaitent s'engager encore plus largement et peut-être aider des familles et des réfugiés. Vous pourrez contacter la ville pour justement voir comment vous rendre utile. Merci. Si je peux rajouter également, si vous le souhaitez, on a mis en place un guichet unique sur notre site internet qui vous permet aussi potentiellement de vous proposer en tant que bénévole pour faire le tri et le conditionnement des dons qui partent à Lublin. Très bien. Merci beaucoup. Plus d'informations sur Internet, notamment sur le site de la ville aussi, nancy.fr, et sur les différents sites et réseaux sociaux de la protection civile. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Alors cet après-midi de soutien se termine. On va se quitter avec l'hymne ukrainien dans un instant, suivi des hymnes européens et français. Un grand merci vraiment à tous les intervenants. Christophe Djouk, maire de Lublin tout à l'heure, Lublin en Pologne, Jean-Denis Mouton, professeur de droit international au Centre européen universitaire. Un grand merci également à Alona et Diana, joueuses ukrainiennes du club VNVB. Un grand merci également à Lydie, journaliste ukrainienne. Merci à Olena également, Olena Ivanik. Professeur donc, en Ukraine et réfugié à Nancy. Merci encore une fois à Aurore de la Protection civile. Bien sûr, merci à... Pardon, allez-y. Évidemment, merci à Mathieu Klein, maire de Nancy, les équipes de la ville qui ont organisé ce rassemblement. Mathieu Klein, je ne sais pas si vous souhaitez reprendre... Il est reparti. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour montrer votre soutien. On va laisser les musiciens s'installer. Je vais leur faire un petit peu de place. Je vais vous les présenter. Hommage au peuple ukrainien, donc avec l'hymne ukrainien. Alors, Irina, Anna m'a un peu aidé tout à l'heure, je vais essayer de vous le prononcer. Chene Vmerla Ukraini. L'Ukraine n'est pas encore morte, c'est le nom de cet hymne ukrainien. Plus qu'un hymne, un message d'espoir aujourd'hui. Il sera donc interprété par Anna Izichenko,
jeune soprano ukrainienne, élève en chant au conservatoire ici, accompagnée par Nicolas Poncelet et Luis Eduardo Calcurian au violon, Camila Pinzo-Triana au violoncelle et Zohara Léon Delgado à la flûte traversière. Est-ce que vous avez assez de place? It's okay. It's okay for you? Okay, thanks. Героям слава! Героям слава! Merci à tous. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros d'Ukraine. Et nous allons poursuivre avec les hymnes européens et français.
Merci. On vous remercie beaucoup, Zohara, Léon Delgado à la flûte traversière, Camilla Pinzontriano au violoncelle, Nicolas Poncelet, Luis Eduardo Calcurian au violon. Un grand merci à vous, un grand bravo. Également, on souhaitait, je ne sais pas si Anna est encore là, c'est une journée un peu spéciale pour elle, en plus d'être là aujourd'hui, c'est son anniversaire. Happy birthday. Voilà. Et c'est l'occasion de la féliciter encore une fois pour son interprétation. N'hésitez pas à nous rejoindre, les différentes intervenantes. Lydie, Olena. Venez plus au centre. Venez ici. Venez par ici. Encore un grand merci à vous toutes pour vos témoignages. J'invite également Mathieu Klein à nous rejoindre pour un dernier mot. Je vais vous donner un micro. Je voulais juste, avant que nous nous quittions, au-delà des remerciements, bien sûr, que nous vous devons aux unes et aux autres. Thank you very much for your testimony, for all you said. And ce que je voulais vous dire surtout, c'était la suite. Je voulais vous parler un peu de ce que vous allez pouvoir faire, puisque nous sommes malheureusement encore, et je remercie la protection civile d'avoir rappelé les actions engagées. Vous avez entendu le maire de Lublin tout à l'heure, et c'est pour Nancy aujourd'hui le lien principal, le plus important. Le soutien à l'Ukraine, à celles et ceux qui sont encore en Ukraine, et le soutien aussi à celles et ceux qui ont fui l'Ukraine et qui sont en Pologne. Donc nous allons vous solliciter dans les jours et les semaines qui viennent, à la fois pour continuer à accueillir une centaine de familles, comme vous, sont déjà arrivées aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle depuis ces derniers jours. Ils sont accueillis à la préfecture de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la protection civile, avec la Croix-Rouge. Je remercie au passage aussi les services de la ville de Nancy, des communes de la métropole et du Grand Nancy. Je pense par exemple aux agents des crèches ou de la ludothèque municipale qui sont à la préfecture pour accueillir les enfants et les aider à passer ces longues heures de formalités administratives, à ceux du CCAS qui évidemment sont là pour les accueillir aussi et enclencher immédiatement
eh bien, les dispositifs d'aide alimentaire, et puis à vous toutes et vous tous qui avez été si nombreux et nombreux à proposer alors, de l'aide, d'accueillir chez vous des personnes qui en ont besoin, et c'est déjà le cas aujourd'hui, et vos propositions sont encore et seront encore les bienvenues. À vous toutes et vous tous qui avez déposé à l'hôtel de ville ou ailleurs, vous l'avez rappelé, des tonnes de matériel, de produits d'hygiène, de vêtements, de produits alimentaires. Alors nous aurons encore besoin dans les semaines qui viennent de votre soutien pour notamment les produits d'hygiène, ça a été rappelé par la protection civile, et nous mettrons en place, nous vous informerons des modalités de collecte une fois que l'ensemble du matériel stocké aura rejoint sa destination en Ukraine ou dans les camps de réfugiés. Nous avons aussi déjà 350 propositions d'offres d'hébergement qui sont arrivées. Un numéro dédié à la ville de Nancy, 03 83 85 33 30. Vous le retrouverez sur le site de la ville, 03 83 85 33 30. C'est la plateforme de solidarité avec l'Ukraine de la ville. Vous pouvez les joindre pour toute demande, tout renseignement, toute proposition. Et elle sera prise en compte à chaque fois au rythme de l'arrivée et des besoins. Et puis nous aurons l'occasion de continuer à accueillir des réfugiés de Lublin et d'ailleurs. Nous avons des contacts aussi par exemple avec aujourd'hui des villes en Slovaquie qui sont, comme beaucoup d'autres pays voisins de l'Ukraine, qui sont beaucoup sollicités, qui ont besoin de notre aide aussi pour les soulager, pour leur permettre d'accueillir le mieux possible celles et ceux qui sont déjà sur leur territoire. Donc merci à vous, bienvenue à Nancy, vous êtes ici chez vous, restez aussi longtemps que ce sera nécessaire. Welcome in Nancy, you can stay here as long as you need and we are all here to help you and to help your families in Ukraine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous d'avoir été présents cet après-midi pour montrer votre soutien. Donc, vous avez bien noté, si vous souhaitez en faire plus, vous pouvez vous renseigner auprès des services de la ville, de la protection civile, et puis aussi montrer votre soutien sur les réseaux sociaux notamment. Voilà, des petits messages qui font toujours des choses qui font du bien aux Ukrainiens.